Salut tout le monde, Jean-François Leclerc de l'équipe Ski-Doo Insider en compagnie de Hugo Lorquet. Hugo. Écoute, on fait des podcasts antiques depuis un certain temps, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on a un invité vraiment spécial, un expert. Je veux que tu me le présentes. Écoute, en fait, c'est mon bon ami Jean Bilodeau. Jean Bilodeau, comme on se rappelle, Jean-François, on avait fait un projet du Blizzard 9005-1980. Il nous avait donné un gros coup de main. Et puis aujourd'hui, ben écoute, on va laisser la parole à Jean, nous parler un petit peu plus en détail là, de la famille des Blizzards, mais surtout un des modèles particuliers. On va en parler un petit peu plus tard tantôt. Mais il y a un modèle vraiment spécial que Jean a remonté cette année. Je pense que ça vaut la peine là, de faire le tour, d'avoir l'information, comment c'était facile de remonter cette motoneige-là. Il y a des pièces qui étaient quand même assez rares. Donc, tantôt, on va donner un petit peu plus la parole à Jean, puis on va essayer de le mitrailler de questions pour être capable de sortir des Ouais. informations techniques intéressantes. Ouais, ben là, c'est ça. Puis les gens sont au bord du détail, fait que je suis convaincu que Jean va pouvoir nous en aider beaucoup. Mais là, Jean, est-ce que tu peux. J'aimerais ça que tu te présentes, là, parce que, tu sais, j'ai dit que tu es un expert, mais pour moi, tu es Monsieur Blizzard là, au Québec. Là, fait que présente-toi, s'il te plaît. Oui, bonjour. Moi, je suis Jean Bilodeau. Je suis un tripeux de vieux skidoo depuis longtemps. Moi, dans le fond, ça commence par. J'ai fait ma première ride de skidoo à vie sur un Blizzard 2005-80 qui appartenait au père d'un ami. Puis c'était comme. J'ai encore le son dans ma tête de cette fameuse ride-là. Fait qu'avec les années, j'ai toujours voulu retrouver ça. Fait que je me suis mis à ramasser des Blizzards 9005 avec les 440, puis les deux pipes là, qui ont le petit son aigu, là, le fun à entendre. Fait que j'ai toujours ramassé ça. Puis depuis ce temps-là, ben, les gars m'agacent parce qu'ils disent que je les ramasse toutes, puis que j'en laisse pas pour les autres. Mais bon, j'en ai quand même plusieurs. J'en ai 14 de démonter présentement, puis j'en ai 3 de restaurés. Mm. Tu en as trois de restaurés, puis là, tu sais, en termes de collection, là, peux-tu nous dire des modèles que tu as en ce moment là, dans ta collection? Ben, en ce moment, j'ai commencé par restaurer le 81 parce que pour moi, c'était comme l'année, le fameux blizzard rouge, dans le fond. J'ai commencé par lui. Pour une question pratique, c'est la couleur que j'aime le mieux dans le blizzard. C'est un peu drôle, étant donné que c'est pas jaune bombardier. Mais j'ai commencé par lui. Puis pour moi, c'était comme la machine à avoir. Fait que je l'ai tout restauré. Puis après ça, moi, j'avais toujours gardé un vieux Blizzard 2007-83 que j'avais acheté quand j'étais jeune pour les pièces. J'avais toujours gardé le frame. Fait que j'ai dit, je vais me trouver un 2007. Fait que là, j'ai trouvé un 84 parce qu'avec les années, tu te rends compte, puis dans les recherches, tu te rends compte qu'ils n'ont pas fabriqué tout le même niveau. Tu sais, il y a des années qui en ont fait 3500, des années qui en ont quasiment pas fait. Fait que là, je me suis rendu compte que le 84 2007 n'avait fait juste 100. Fait que là, je me suis donné le défi d'en trouver un. J'en ai trouvé un dans Port-Neuf. Ça faisait 20 ans qu'il était accroché dans les trosses d'un garage, tout à moitié en morceaux. Fait que ça a été ma deuxième restauration au niveau de mon 2007. Puis ben, cette année, comme Hugo disait tantôt, je me suis lancé dans un projet que j'ai trouvé il y a 5 ans, que quand je l'ai trouvé, je savais pas qu'il existait. Tu sais, c'est un peu drôle, des fois, tu cherches de quoi, mais en même temps, tu sais pas trop. J'ai été chercher une vieille épave dans le fond d'une cabane à sucre. Puis quand j'ai vu le numéro de série, moi, je connais tous les numéros de série par cœur parce que c'est un peu mon dada, tu sais, de dire, ben, c'est quel numéro de fabrication, puis c'était exactement quelle année, quelle option. Puis là, je suis tombé sur un numéro qui c'est 3586. Donc, les numéros dans le Blizzard, c'est toujours 35 les deux premiers chiffres. Tous les Blizzards de cette génération-là. Ensuite, j'appelle ça, moi, model year. C'est le modèle, donc soit 9005 ou 9005 MX dans mon cas, qui va faire les deux autres chiffres. C'est une séquence que Bombardier fait juste incrémenter de 1 à chaque modèle. Fait que là, j'ai trouvé un modèle qui s'appelait 3586 avec un numéro très bas, 0012. Fait que là, j'ai fait comme, hein, c'est quoi ça? D'où que ça sort? Fait que là, j'ai fait des appels aux États. J'ai dit, hey, je le trouve pas dans mes listes 35-86. Dans les listes de Bombardier officielles, on passe de 85 à 87. Donc, le Blizzard 2007-82, il y a le numéro 87. Mais personne n'avait le numéro 86, comme s'il n'avait pas été attribué. Par la suite, en parlant avec des Américains, je me suis rendu compte que dans le fond, il a été attribué, mais ils en ont tellement peu fait qu'ils l'ont même pas mis dans les listes officielles de Bombardier. Donc, ils en ont fabriqué seulement 12. Puis bon, je suis chanceux, j'en ai un. Donc, il est T'en as un. restauré maintenant, que j'ai parti vraiment avec un frame vide quasiment parce qu'il n'y avait aucune pièce d'origine dessus. Ben, Euh, en fait, Guillaume, je pense que tu en as même eu deux à un certain ouais, moment ouais. donné, Ben, j'en machine-là. ai deux. Le premier est venu du deuxième. Le premier,
J'avais acheté une épave de Blizzard pour les pièces. Puis ce que je trouvais bizarre, c'est que c'était un MX puis qu'il y avait un 470 qui avait été fité dedans. Puis écoute, je l'ai payé 200$. J'ai dit au gars, peux-tu le garder pendant un mois? J'ai vraiment pas le temps d'aller le chercher. Fait que je suis monté avec mon pick-up à le chercher. Le gars l'a pogné avec le tracteur, l'a mis dans ma boîte de pick-up, puis merci, il était déjà payé. Euh, Puis en descendant, c'est la première fois que je suis en contact avec le fameux chip 86. Puis là, j'étais là. C'est quoi? C'est quoi Dis-moi que tout j'ai dans dans la le boîte? fond. Oui. C'était pas un 5005 MX. Je suis arrêté sur le bord du chemin. J'ai pris des photos. J'ai envoyé un collectionneur américain. C'est quoi ça? Puis là, c'est là que j'ai appris qu'il existait le fameux 9005 MX de 82 là, qui a été fabriqué en édition très, très limitée. Pas parce qu'il était bon, malheureusement. Ça aurait été le fun que ça aurait été parce que ça aurait été la meilleure machine que Boisy a faite, mais bon, c'était pas le cas. C'est un peu pour ça qu'il est devenu si rare. Mais là, Puis, quand tu parles de rare, Jean, il y en a fait combien, là, au total, Ouais. de ce que tu connais, de ce que tu Ben, on sais? va fabriquer 12. Donc, sont numérotés de 1 à 12. Puis présentement, il y en a 4 qui ont été retrouvés, dont 2 que c'est moi qui ai trouvé. Le numéro 12, dans le fond, vient d'en arrière d'une grange à la Rivière-du-Loup. Le numéro 10 vient de l'Érablière. C'est ça, tantôt, j'ai parlé du contraire, mais le numéro 10 vient de l'Érablière, sur le bord des lignes américaines. Puis aux États-Unis, il y a le numéro 6 qui a été trouvé, qui est dans une collection privée, qu'il n'y a aucune photo disponible, on le voit pas, puis il y a le numéro 4. Donc, qu'il y a 2, 3 photos sur Internet. C'est vraiment, tu sais, quand on parle de rare, des fois, tu sais, quand même les spécialistes ou les gens qui disent, tu sais, ça fait 40 ans que je suis dans les skidoo, puis là, ils disent, non, ils n'en ont jamais fait de ce skidoo-là, je n'ai jamais vu un de ma vie, là. Ben, c'est ce genre de rare-là. C'est le genre que les gars croient même pas qu'il a existé. Et là, il faut que tu leur montres la liste de numéros de série, puis tu dis, regarde, là, il n'y a pas de numéro, là. 86, ça n'existe pas dans la liste Bombardier, mais ils l'ont fait pour vrai. Ils l'ont juste pas mis dans la liste parce qu'ils l'ont jamais lancé en grande production au niveau de l'usine. OK. hey, Jean, Mais là, ouais. tu me parlais que les motoneiges rares, puis je disais tantôt, des fois, quand la motoneige est très, très rare, c'est difficile de trouver les pièces, mais corrige-moi si je me trompe, mais dans ce cas-là, c'est des pièces d'un MX standard principalement, avec d'autres pièces d'un Blizzard, un 9005 1982 au niveau du moteur. Fait que, est-ce que tu as eu de la misère à trouver certaines pièces spécifiques ou tu étais capable de le trouver facilement, soit dans le 5005 ou dans le 9005 ou des choses qui étaient comme out of reach? Ben, en préparation pour la restauration, j'ai démonté 2 5005 MX puis 2 9005 réguliers. Fait que, tu OK. sais, j'ai démonté beaucoup de pièces, puis j'avais déjà beaucoup de pièces à démonter. Mais honnêtement, la raison pourquoi j'ai démonté les 5005 MX, tu sais, j'aurais pu juste les garder dans le garage puis prendre les pièces une par une. C'était surtout parce que lui que j'ai acheté, il était comme vidé. Il y a beaucoup de pièces qui n'avaient pas rapport. Fait que j'avais besoin des boats. Tu sais, d'avoir toutes les bonnes boats, les clips. Tu sais, des fois, tu dis Ouais. qu'est-ce qui est dur à trouver. Moi, je vais te dire, dans ce cas-là, ça a été d'avoir des skidoo pour prendre les boats dessus, pour prendre tous les petits détails, la petite braquette, la petite tôle qui va là. Puis, tu sais, les boots de rubber qui cachent la suspension MX en avant ont été très durs à trouver parce qu'ils sont tout le temps déchirés. Tu sais, c'est pas des pièces, c'est ça, tu as raison, c'est un mix de 2 skidoo, dans le fond, qui ont fabriqué. Mais en même temps, c'est des skidoo qui n'ont pas fait très, très longtemps. Puis d'un autre côté, qui ont été très maganés. Parce qu'il faut penser qu'à l'époque, les trails, c'était pas comme aujourd'hui, là. Ouais. Fait que, tu sais, puis en même temps, le défaut puis la qualité du 9005, c'était que c'était une des premières machines très rapides de Bombardier. On parle de machine qui roulait quand même 90 000 à l'heure. Et à l'époque, avec la qualité de trail et le peu de suspension que la machine avait, il y en a quand même une maudite gang qui sont rentrés dans les arbres. Fait que de trouver du beau matériel, dans le fond, puis de la belle tôle qu'on dit, parce que dans le cas d'un Blizzard de cette génération-là, les Américains les appellent affectueusement les tin belly, parce que même ça faisait quelques années que tu l'avais, puis la tôle était tellement mince qu'il commençait déjà à avoir des trous dedans. Tu sais, c'est une tôle qui a pourri très rapidement. C'était les premiers essais, je pense, de Bombardier au niveau de la peinture cuite. Puis ils avaient visiblement raté leur coup. La peinture décollait en galette sur ces skidoo-là, même à l'époque. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de problèmes à trouver de la belle tôle, trouver du beau matériel. J'ai été chanceux parce que mon frère était quand même en bon état. Mais tu sais, au niveau de toutes les composantes, là, même on dit la petite tôle, dans le fond, qui ferme le tunnel en arrière. Oui. Écoute, c'était Ouais, tout oui. pourri. Je pense que j'en ai Sunblaster 5 avant d'en trouver une qui était pas pourrie.
qui ne défonçait pas Sunblast. Fait que, tu sais, c'est pas une restauration facile. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, les gars, ils m'agacent, ils disent: «Ah, tu connais une 2005 par cœur?» Oui, je connais une 2005 par cœur, j'en ai démonté plein. Mais une 2005 MX, c'est un 5005 MX habillé en 2005 Ouais. avec toute la motorisation liquide. La motorisation liquide, ça va. La suspension MX, j'en avais jamais démonté une de ma vie avant cet été. Fait Fait que qu'il là, j'ai fait comme il y a pas de pièces spécifiques au Blizzard 9005 liquide 1982, mais les pièces sont difficiles parce que avec le temps, c'est pas des motoneiges qui ont bien vieilli, c'est ce que je comprends, Jean? non, non, exact. Puis aussi, ben, le moteur 454 chez Bondy a tellement été recherché pour sa performance, Ouais. autant pour faire du snow pro, autant pour faire du drag, qu'il y a beaucoup de ces motoneiges-là qui sont morts par les gars qui volaient les moteurs pour faire des motoneiges de drag, souvent avec des body RV plus vieux, qui étaient plus légers. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ces motoneiges-là qui sont mortes à cause de ça, qui ont Mhm. juste perdu leur mécanique. Puis Dans d'ailleurs, l'accident aussi. dans les motoneiges que j'ai achetés, la majorité n'avait pas les moteurs d'origine. Tu sais, les moteurs avaient été sortis à une certaine époque. La grande partie de mes moteurs sont tous des moteurs que j'ai rachetés à part, que j'ai pas trouvé dans les motoneiges. Fait que, tu sais, c'est ça l'enjeu peut-être de cette génération-là, mais chaque génération de motoneige que tu restaures a toujours un enjeu particulier, là. Mais dans mon cas, la restauration des mix, ça a été un gros défi. Juste de comprendre comment fonctionne la suspension MX, de comment restaurer ces composantes-là, parce que, je donne l'exemple, la suspension arrière, c'est des shafts en acier dans un tube formé en acier. Raconte, Euh, oui. Dis-moi-en, je le sais que tu as eu de la difficulté au niveau de ces shafts-là. Parle-moi un petit peu de écoute, ton histoire des j'ai shafts. j'ai pris, j'ai pris une presse de 20 tonnes et ça voulait juste pas sortir. Je l'ai chauffé rouge, ça voulait juste, c'est vraiment soudé à l'intérieur. Écoute, les gars m'ont dit: «T'as aucun choix, tu le coupes et tu le fais sur toute la longueur, puis tu le sors». En fin de compte, j'avais 4 suspensions MX. Fait que j'ai réussi à en sauver un. Puis les chapeaux en aluminium étaient jammées dans la suspension, ça avait rien, c'était incroyable. Je les ai même fait fondre dans un four à 1600 degrés pour enlever l'aluminium du tube d'acier. Tu sais, c'était vraiment comme, non, ça a été un gros défi. La partie MX de la restauration a été un très gros défi là, de trouver comment faire pour ça. Même chose la barre torsion. C'était nouveau pour Bondier. Si on parle d'une suspension sur le MX qui a un beaucoup plus grand débattement. Il faut penser qu'à l'époque, le Blizzard 2005 avait, je pense, 3 pouces et demi de débattement à l'arrière. Oui, Puis oui. là, le 5005 arrivait avec une suspension de débattement 11 à 12 pouces. Fait que, tu sais, c'était quand même un gros upgrade par rapport à l'époque. Fait que, tu sais, c'était totalement différent, tu sais. À part les roulettes en arrière, il n'y a aucune composante partagée entre la suspension régulière et la suspension MX. Même les skis en avant, c'est pas les mêmes skis. Tu sais, il y a vraiment pas grand-chose là, qui peut être pris sur une suspension régulière pour refaire une suspension MX, là. Mais Je Jean, sais que j'ai une question pour toi, là, parce que là, depuis tantôt, on parle du 82, là, puis on parle de la compatibilité et l'échange de pièces entre les autres modèles. Là. Mais j'aimerais ça que tu me fasses, parce que moi, je suis pas je suis un néophyte d'un Blizzard, là, puis Hugo, il s'en connaît un petit peu plus parce qu'il en a remonté un, mais peux-tu me faire la genèse des Blizzards depuis, parce que je pense que ça a commencé dans l'époque des RV, là, juste pour qu'on comprenne bien et qu'on soit capable de placer là, ta machine dans toute cette histoire-là. Là. OK, ouais. Ben, regarde, c'est sûr que, tu sais, on parle de la première génération, dans le fond. Ce qu'on appelle les RV, c'est rotary valve, tu sais, on les a appelés de même. Plus, ça a commencé avec le TNT 75, qui était une petite machine assez performante avec un petit 245 rotary valve. Fait que c'est pour ça qu'on les a appelés RV, toute cette génération-là. Dans cette génération-là, dans la dernière année, ils ont ramené le nom Blizzard, qui était plus utilisé pour le racing avant. Fait qu'en 78, ils ont fait le 6005 RV. Euh, RV Blizzard. Blizzard. 6005 Blizzard, qu'on appelle tout le temps des RV, mais bon. Et ils l'ont appelé Blizzard 6005. C'est là que le fameux chiffre est arrivé. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Tu sais, il y a eu beaucoup de rumeurs. Il disait 65 forces. Mais dans les faits, c'était pas Ouais. vrai parce qu'il y avait à peu près ça, mais c'était pas. On n'est pas sûr que c'est ça. Puis après ça, ben, ils ont fait le 7005 l'année d'après avec la même motorisation que le 6005, qui était aussi dans le body qu'on appelle RV. La particularité de ce body-là, c'est qu'il était tout en aluminium. Donc, le bulkhead en avant est en aluminium, puis le body pan dans le fibre de verre. Fait que c'était un body qui était assez léger, assez court en empattement. Tu sais. Ski, chenille, c'était une motoneige relativement courte.
Puis après ça, dans le fond, ce qu'il y avait aussi, c'est que c'était conventionnel. Donc, tu avais le chain case avec la poulie limonée directement sur le chain case. Ça, c'était comme ça sur toute la génération des RV. La particularité des blizzards, comme le 2005 a été lancé, lui, en 79, première année. Puis ils ont lancé aussi en même temps le 5005, qui était la version fan cold. La version fan cold qui est apparue avec le fameux moteur 503 fan, qui a existé pendant quasiment, ça doit être un des moteurs qui a existé le plus longtemps chez Bombardier, qui Ouais. a été utilisé même pas si vieux que ça. Dans les années 2000, il existait encore dans certains Oui. modèles. Là, Ah, ouais. Il y en a même eu J'en dans ai les rêves des 550. Là. ouais. Fait que, tu sais, le fameux 503 fan qu'on appelait le 550, je sais pas pour quelle raison, a existé tellement longtemps, mais c'est un moteur qui est utilisé aussi dans les ultra-légers, dans l'aviation. Fait que, tu sais, c'est un moteur Oui. tellement polyvalent, puis ils l'ont mis dans le 5005 en 79. Fait que c'est là qu'il est apparu. La particularité de ce body-là, c'était la panne, comme on dit tantôt, qui était une panne en tôle très, très mince, puis le bulkhead était en acier. Fait que ça amenait plus de rigidité au niveau du châssis. Puis l'autre chose qui est apparue, c'est la répartition du poids. Donc, ils ont vraiment comme avancé légèrement le moteur. Et pour le transfert de puissance, ils ont baissé le chain case beaucoup plus bas, comme les générations suivantes vont être, et ils ont mis un jack shaft. Tu sais, le jack shaft, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui transfère la puissance de la poulie menée au chain case. Donc, tu sais, on a vraiment un shaft qui vient traverser le skidoo, ce qui permet d'avoir le chain case d'un côté et d'avoir la poulie menée de l'autre côté, pour faire une meilleure répartition des poids. Fait Tu que ça, c'est capable aussi apparu. de transmettre la puissance un petit peu mieux parce que je pense que ça tordait les premières générations Ouais, dans le RB, ça tordait, tandis qu'avec le jack shaft, il y avait des bons points d'appui ouais, exact. pour transmettre les puissances d'un côté à l'autre. Là. Fait que le jack shaft qui est devenu, toutes les motoneiges aujourd'hui, un jack shaft, là, tu sais, c'est quelque chose qui est resté. Fait que c'est la première génération qui avait, je sais que les racers en avaient, mais dans les skidoo de trail, c'est la première génération qui avait ça chez Bombardier. Fait qu'ils ont quand même fait de quoi d'intéressant là. Motoneige plus pesante du devant, mais aussi plus stable en sentier, meilleure grip en virage, parce que justement, légèrement plus long, un petit peu plus large. Par contre, la génération des Blizzard 2005 euh, est arrivée avec la même suspension que les derniers RV. Donc, une suspension quasi identique, avec la petite chenille de 15 pouces, des crampons de demi-pouce. C'est vraiment une petite Ouais, chenille bien, bien normale. Euh, des barbotins plus grands en avant, dans le fond, pour faciliter le transfert de puissance aussi, pour éviter que ça échappe, vu que le moteur était plus puissant. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça les différences là, qu'on avait. Puis bon, le design un peu plus étiré, là, c'est sûr, compte tenu que tout était un peu plus long. Siège légèrement plus long aussi. Fait que, tu sais, c'était une machine qui était quand même très, très différente. Puis je pense que pour son époque, en 79, le 2005 a été accueilli vraiment comme une révolution, là, un peu du design et de la façon que la motoneige se comportait en sentier, là. le 79, Jean, c'est drôle parce que c'était l'année qui ont sorti les tin pans, comme tu disais, là, versus le fibre de verre qui était facilement réparable. Puis j'ai trouvé ça drôle, puis corrige-moi si je me trompe, mais 79 sur les Blizzard 2005, 5005, il n'y avait pas de bumper en avant, je pense. Hein? Ça se fait-tu, Des ça? fois, un petit ouais, non, les 6005, 5005, c'était le hood, le bumper. Fait que tu frappais directement dedans. Et il y avait une option d'un petit bumper en tube qui était bolté seulement dans le fil de verre. Fait que si tu tirais dessus, tu l'arrachais. Tu sais, Oui, sur les. c'était bien facile. Puis vois-tu, quand ils ont fait le 9005, ben là, ils ont fait un bumper en tube encore, mais quand même Oui, mieux ancré dans le bas des pannes. Euh, puis quand même plus que tu pouvais te permettre de tirer dessus ou de lever un motoneige avec, là. Qui était exact. quand même Fait que je nécessaire pense à dans mes yeux. le 2005, 79, pas de bumper, puis ils ont mis un bumper, je pense, en 1980 dans le tin pan, si je peux peut-être me tromper, là, mais Ben, il y avait le bumper en 79 déjà. Il y avait un petit bumper en 79. 79. OK, Mais bang on. après ça, quand tu es arrivé en 81, ils ont fait le bumper wraparound qu'on appelle. Donc, on va retrouver sur mon OK. 82 en aluminium qui fait complètement le contour de la panne, puis qui est vraiment bien ancré tout le tour. Puis c'est ça qui fait la rigidité de la panne. Parce que dans la première génération, dans le fond du 2005, euh, la panne était tellement molle que quand tu frottais un arbre, la panne a plié complètement. Puis écoute, le câble ne formait plus, là. Tu sais, c'était comme c'était vraiment très, très mou. Il a mis quelques petits renforts à l'intérieur en banane un peu, mais c'était très, très mou, puis c'était c'était vraiment pas idéal, honnêtement, là. Tu sais, il avait fait un peu comme le fibre de verre, mais le fibre de verre, tu sais, il reprend sa place, donc la tôle, elle ne reprend pas sa Mmh. place, là.
ben, au moins le fibre de verre, tu peux le réparer facilement. J'ai eu un 1981, justement, l'orange et chrome avec les stickers. Puis c'est ça, et aussitôt que tu clippais quelque chose, tu renfonçais une bosse, puis c'était pas juste une petite job de fibre de verre, là, c'était une job de débossage. J'apprenais des spécialistes pour arranger ça, puis une job de peinture, là, c'était vraiment compliqué. Puis écoute, je sais pas s'il y avait de quoi de mal ajusté, mais souvent, quand je prenais des rushs, il y avait l'autre chose, c'est que je pense que c'est une question d'ajustement au niveau de la direction. Je venais cogner les bosses, mais de l'autre côté, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. La Fait que robe je de pense que conduite, le, oui, la le, robe de le pivot conduite. du spindle allait frapper à l'intérieur, puis il faisait sortir la bosse, dans le fond, c'est ça, ouais, non. Fait que quand je prenais un arbre, la façon pour me le ramener, ben je donnais un bon coup de l'autre bord avec le. Mais oui, c'était pas je pense qu'avec le temps, on s'est rendu compte qu'on était, je pense, dans d'autres matériaux, là, dans le plastique, ou c'est quoi, Jean-François, les PRS, c'est pas du béton, c'est un genre de plastique ou. Tu parles de quoi? Tu parles pour des pannes? Ouais, les pannes de PRS. Faudrait que je vérifie le matériel. Je sais que les cabines, c'est du béton, mais le plastique Ouais, le plastique. Je ouais. pense qu'on a compris après quelques années que la rouille à long terme, tu le sais, Jean, là, on essaie de faire des rebuilds de ces motoneiges-là. Là, puis dans mon cas, le Bison 2005, j'ai été obligé de prendre une panne d'un autre motoneige là, pour essayer de refaire le 2005-1980 qu'on a travaillé dessus. Mais oui, c'était quand tu les bosses, c'était une grosse job là, à refaire. Puis avec le temps, la rouille s'est mis dedans. Donc, c'est une raison pourquoi c'est difficile aujourd'hui. Donc, Jean, après ça, tu disais 79, 80. Ouais. 81, ben, 79, 80, première génération. Quand même, des bonnes ventes chez Bombardier au niveau de ces modèles-là. Vraiment des très bonnes ventes. Fait que, tu sais, on parle de motoneiges qui ont dépassé les 3000, là, tu sais, qui était quand même beaucoup pour l'époque, là. Fait que des bonnes ventes. Là, on arrive en 81. Ils relancent les modèles avec le wrap-around bumper, donc bumper d'aluminium beaucoup plus rigide, quand même assez léger, mais qui vient donner de la résistance là, au niveau du devant de la panne, justement, pour éviter de la briser tout le temps à la minute que tu frottes un arbre. Puis ensuite de ça, après le début de la saison, après les précommandes, dans le fond, ils vont lancer un nouveau modèle qui va être le 5005 MX avec la suspension grand débattement, qui est une première que personne ne fait. Fait que là, on a vraiment une motoneige qui a une grosse suspension, là, beaucoup plus confortable. On la lance seulement dans la version fan cool. Puis à l'époque, des gars de course comme Gérard Carpic, qui coursait pour Bombardier, vont prendre ces 5005 MX-là, puis vont faire de la course avec des fan cool au lieu de courser avec des liquides. Parce que l'année d'avant, ils avaient coursé avec les 9005. Mais là, eux autres, ils font beaucoup du cross-country, ils font beaucoup de la course de longue distance comme le I500. Fait qu'ils vont prendre le 5005 là, avec la nouvelle motorisation qui a déjà 2 ans au niveau du 503 pannes. Puis ils vont faire de la course avec ces motoneiges-là. Puis ils vont quand même trouver que c'est une motoneige qui a un bon débattement, fait que, tu sais, qui réussit quand même une performance pas si pire. Fait que c'est lancé enfin tardivement à l'automne, cette motoneige-là. Puis les ventes de motoneige, vois-tu, 5005 normal et 5005 MX vont à peu près se répartir également dans les deux modèles. Tu vas avoir à peu près 1500, il me semble que c'est 1350 ou 1500 de vendus dans les MX, puis à peu près l'équivalent dans le modèle régulier que la suspension standard de l'année d'avant. Fait que, tu sais, ça va être ça. Puis le 5005 MX va survivre jusqu'en 84, où est-ce qu'ils vont en avoir fait un peu. Puis par la suite, cette suspension MX-là va demeurer dans ce qu'on a appelé les SP. Après ça, la génération, si on veut, un peu comme les Safari. Puis certains modèles Touring aussi là, vont hériter de la suspension arrière. La suspension avant ne sera pas répétée, seulement la suspension arrière. Puis c'est ça, c'est dans le fond, l'arrivée de cette suspension-là va inciter Bombardier à dire ben, on fait quoi d'autre, on va aller plus loin. Puis le plus loin est par en arrière de moi. Donc la version 9005 MX. Puis si on peut aller là, dans le fond, la raison pourquoi que le 9005 MX n'a pas été fabriqué en grande quantité, il y en a qui me disent Jean, c'est un prototype, c'est pas une vraie motoneige de série, mais c'est pas vrai. Chez Bombardier, historiquement, tous les prototypes sont punchés prototypes. Même encore aujourd'hui, vous allez dans un salon de motoneige, vous regardez, le tag, il est marqué prototype dessus.
Ouais. Bombardier a toujours identifié ses prototypes depuis le début. Puis ça, c'est une motoneige qui n'est pas identifiée prototype, qui est vraiment punché de série. Donc, ils ont créé le numéro de série, puis ils l'ont starté comme s'ils startaient une vraie production grand volume. Puis ce qu'il y a de Dis-moi, Jean, spécial, c'est les oui, motoneiges-là, écoute, c'est une question, je ne sais pas si tu vas être capable de répondre à ça. Est-ce que tu sais qui pouvait acheter ces motoneiges-là? Est-ce que c'était seulement les racers ou c'était des monsieur tout le monde à l'époque? Euh, as-tu l'information là-dessus? Qui pouvait se à l'époque, procurer ces à l'époque, il y motoneiges-là? avait une vente. À chaque année, à Valcourt, tu avais une vente d'échantillons, dans le fond, ou de démos. Dans les démos, il y a des prototypes. Oui, Donc, c'était un peu monsieur tout le monde, mais quand même, le cercle devait être assez restreint parce que tu sais, c'était souvent des concessionnaires qui allaient là puis qui achetaient ça pour les revendre comme étant des démos ou des usagers. C'est pour ça qu'ils ont spreadé un peu partout. Tu sais, autant les prototypes que les machines comme ça se sont ramassés un peu partout, dans le fond, un peu partout au monde parce que je te dirais qu'il y a plusieurs prototypes qu'on voit puis de pré-production qui se retrouvent aux États-Unis. Mais comme en 81, le premier prototype qui a été fait du 9005 avec le wraparound bumper, il est à Edmonton. C'est un gars qui l'a dans sa collection là-bas. Puis il l'a acheté là-bas. C'est un conteneur de là-bas qu'il a fait venir à l'époque, qui a été acheté à l'encan de Bombardier. OK. Fait que, Puis tu sais, le MX liquide de 2005-82, c'était vendu seulement à des racers, tu penses? Ou... non, non, ils ont été disponibles dans l'encan aussi. Parce que, tu sais, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, quand ils ont fait les prototypes, ils les ont fait à l'hiver 81. Donc, le Oui, 5005 MX était déjà en marché. Puis là, ils ont fait des frames pour faire la version liquide. Puis, écoute, il y a beaucoup de suppositions là-dedans, là, tu sais, parce que il y a des histoires, après ça, il y a la vérité qu'on connaît plus ou moins. Bombardier n'a pas trop documenté le 9005 MX. Dans les livres de Bombardier, la seule trace qu'on en trouve, c'est qu'ils ont appelé 12 motoneiges hybrides. Fait qu'à l'hiver 81, on sait que Bombardier a fabriqué 12 hybrides. Ils n'ont OK. pas appelé 9005 MX dans les livres. Ils ont seulement marqué 12 hybrides. Fait qu'on en convient qu'ils ont fait 12 2005 MX à cet hiver-là. C'est probablement ça, les 12 hybrides, qui est un croisement de deux motoneiges existants. Fait qu'ils Euh, n'ont pas été tagués PP pré-production. non, Ils ont ils ont été. été vendus peut-être à des racers. Ils les ont testés, puis à la fin de l'année, ça a passé peut-être à l'encan ou quelque chose comme ça Mais pour. ils ont fait tester par les racers à Bombardier dans l'hiver 81. On sait que OK. Gérard Capic en a essayé un, était un des pilotes à l'époque de Bombardier qui gagnait un peu partout aux États-Unis. Il est venu ici, puis il a fait les tests avec le 2005 MX. Il l'a détesté. Il avait coursé en saison régulière de course avec le 5005 MX et ça allait bien. Là, il a trouvé que le liquide amenait trop de poids vers l'avant. La répartition des masses n'était pas idéale pour faire la course. La stabilité n'était pas au rendez-vous. Fait que dans le fond, lui, il est reparti chez eux. Euh, L'histoire ne dit pas s'il est parti avec une motoneige. Mais tu sais, les pièces étaient toutes fournies par Bombardier, mais l'histoire ne dit pas qu'il est parti avec un 9005 MX. L'histoire dit qu'il est reparti chez eux et qu'il a construit sa propre version. Donc, Gérard Capic, à cette époque-là, était quand même très connu, puis il avait beaucoup de notoriété. C'était l'homme à battre. Euh, mais on sait qu'à l'époque aussi, Polaris arrivait avec ses premiers prototypes qui étaient, il l'appelait pas PRS, mais tu sais, le long bras de suspension. Ouais. Cette génération-là, les fameux Indy, c'était les précurseurs de tout ça à l'époque. Puis on sait que ça s'en venait, puis Gérard Capic voyait ça en venir, puis lui, il a fait comme, c'est pas vrai que je vais me faire battre parce que j'aurais pas la bonne motoneige. Fait qu'il a décidé avec sa gang chez eux de bâtir sa propre version de la 2005 MX, qui ont appelé la Carpic Spéciale, qui à l'époque n'était pas vraiment de motoneige de Bombardier, mais Bombardier, quand Gérard Carpic les a faites, il les a emmenés à l'été 81 chez Bombardier. Puis ils les ont regardés, ils les ont mesurés, ils ont fait plein de tests dessus, puis ils les ont tagués comme étant fabriqués par Bombardier, ce qui a permis à Gérard Carpic de les prendre en course pour la saison suivante. D'ailleurs, il a gagné partout où est-ce qu'il a été avec ces motoneiges-là. Il en a fait trois officiellement, je pense, dont une pour son partner de l'époque, qui était aussi pilote de Bombardier. Donc, ils ont fait la pluie et le beau temps là, avec ces motoneiges-là. Puis, on sait qu'à cette époque-là, Motoski aussi avait développé leur version de la 9005 MX, qui était la Ultrasonic MX. Puis, écoute,
on pense qu'elle a couru, mais on n'a pas trouvé aucune photo de l'époque de la Ultrasonic MX. Moi, j'en ai eu une ici. J'ai eu la numéro 25. Fait qu'on pense qu'ils en ont fabriqué au moins 25. Elle avait aussi son numéro de série qui était custom à elle. Donc, c'était 5320 dans son cas. On la retrouve pas dans les listes de motoski non plus. Donc, elle a hésité. J'en ai eu une. J'ai 2 photos d'un gars qui en a eu une dans le coin de Montmagny, qui en aurait eu une en 92. Puis il a pris 2 photos dans le temps de sa motoneige. Puis on voit bien que c'est la suspension MX, là. Donc, il en existe quand même 2, là, tu sais. Mais c'est très rare. Je veux dire, moi, j'en ai jamais revu une après elle que j'ai vendue. Fait que c'est touché un peu. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu ça. Puis là, Gérard Capic, dans le fond, a dit que la machine n'était pas bonne. Ça a comme breaké Bombardier. Puis, tu sais, je veux dire, ça, écoute, il y a des suppositions. C'est là que les suppositions commencent. La 9005, en 82, est sortie avec un système d'échappement différent de l'année précédente, de la 81. En 82, on a des pipes qui font un drôle de S en dessous du hood. OK? Puis là, ce qu'on se rend compte quand on regarde la 9005 MX, c'est que les pipes-là sont désignés pour passer dans la suspension MX. Mais 100% des 9005-82 ont les pipes de suspension MX. Fait qu'ils sont pas rares à trouver parce que toutes les 9005 ont ces pipes-là. Fait que moi, ce que je présume, c'est que Bombardier s'attendait à ce que ça marche, la suspension MX sur le 9005, et devait faire l'entièreté de la production avec les frames MX. Je pense vraiment qu'ils ont... Parce que les pipes ont été faites pour ça. Fait que pour moi, ils ont lancé la production de pipes bien avant la production de motoneige. Puis on sait que Bombardier, au niveau de leur moteur, la compagnie Rotax, dans le fond, fabriquait les moteurs l'année précédente. Donc, tu sais, on voit les dates de moteur, c'est tout le temps 4 mois avant la fabrication. Fait que les pipes et les moteurs, selon moi, devaient être fabriqués dans l'hiver comme 81 pour la fabrication de motoneige 82 à l'été 81. Et ils n'ont pas pu revenir en arrière. Fait que là, ils ont gardé les pipes MX dans le châssis régulier. Et aussi, ils ont gardé, c'est drôle parce que la braquette de Prestone, si on veut, l'antigel, puis sur la version 82, il y a comme un tuyau qui passe dedans, en métal, qui est bien fraisé à chaque bout, avec aucune aspérité, un beau, c'est vraiment bien fait. Là, tu te poses la question, tu te dis pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il sert à rien. Tu sais, puis quand tu as quelque chose sur le motoneige qui sert à rien, tu te dis, ben voyons, pourquoi que c'est comme ça? Puis quand j'ai remonté le MX, je me suis rendu compte que c'est la ligne à gaz qui passe là sur la version MX. Tu sais, sur un 82, ils ont fait passer la ligne à gaz à gauche de la motoneige, au-dessus du jack shaft avec des petites braquettes. Mais sur le MX, elle peut pas passer là. La façon que la motoneige est faite, tu sais, elle passe de l'autre côté. Fait que j'ai dit, le fameux tuyau qu'on sait pas à quoi il sert, qui a resté là jusqu'en 84, le fameux tuyau était là, puis il n'a jamais rien servi. Ben, cette année-là, il sert à faire passer le tuyau à gaz seulement sur ce modèle-là. Fait que, mais tu sais, tu vois que Bombardier, dans le fond, il devait faire des grosses batches de pièces, tu sais. Il devait pas faire des petites batches. Il faisait des grosses batches. Fait qu'une fois que la production était lancée, ben, ça devait être dur de l'arrêter. Puis il voulait pas nécessairement scraper le stock. D'ailleurs, il y a une autre rumeur. Ben, c'est une rumeur. Elle est probablement vraie parce que j'ai une cabine. Quand j'ai trouvé mon MX, il y avait une vieille cabine toute écrasée qui était comme en plastique noir. On aurait dit un uréthane. Semble un peu au bumper de voiture des premières générations là, dans les début des années 80. Puis elle est toute gondolée, elle est vraiment pas belle. Puis le gars m'a dit que c'était ça qu'il y avait sur le skidoo quand je l'ai eu. Là, j'ai fait comme ça n'existe pas. Tu sais, les cabines étaient toutes en foudre vert à cette époque-là. Puis en parlant avec les gars de R&D de l'époque, avec Craig Marchbank, tu sais, qui a bien connu les gars de R&D, il dit non, il dit Jean, il dit il y a eu un test de fait, mais il dit ils sont pas supposés d'avoir vendu aucune cabine. Mais tu sais, à l'époque, il y avait des gars qui sortaient du stock de l'usine, là, fait que probablement qu'elle a sorti comme ça. Mais il y avait un test qui avait été fait, puis il a dit un test à grande échelle de cabine en uréthane, puis il aurait été enterré dans le parking en arrière de l'usine à Valcourt. Tu sais, la légende veut que ces cabines-là qui ont existé, parce que j'en ai une, elle est toute défaite, elle est vraiment finie. Mais ces cabines-là auraient existé à l'époque, puis auraient été enterrées.
Fait qu'il n'y a pas Fait juste la bébite à Villeneuve qui a été enterrée, Jean. Il y a les que cabines non, de MX aussi qui ont été. ouais, exact. Ouais, Il y a des c'est cabines en exactement ça que plus je pensais. étendues. Fait que c'est quand même drôle, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça, tu sais, qu'on apprend avec les années, tu sais, puis on se dit, hey, ils ont donc bien fait des affaires bizarres, tu sais, tu dis. Mais tu sais, il faut penser qu'ils faisaient tout ça en live, eux autres, là, tu sais. Puis je Ouais. pense que la R&D, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'est un peu pour la même raison qu'à l'époque, ils ont été sur la Lune puis qu'ils ont de la misère à y retourner aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, la R&D, c'était vivant. C'était dans le live, c'était dans le présent. Fait qu'on faisait de la R&D puis on la lançait. Let's go, on y va en production. Tu sais, C'est pas documenté autant, oui. ben, Bombardier documentait bien, mais je pense qu'il était quand même très, très rapide à mettre en production avant même d'avoir testé, avant même d'avoir essayé. Tu sais, comme je vais te donner un autre exemple. En 82, la version de série, c'était l'année du lancement de l'injection. Donc, tu mixais plus ton gaz. C'était la grosse nouveauté. Tu mixes plus ton gaz, tu as une tank à l'huile, tu mets l'huile dedans, puis elle se mixe tout seul. C'était comme nouveau en 82. Aujourd'hui, c'est impensable que ça n'existe pas. Mais en 82, c'était la nouveauté. Puis là, tu as eu les Blizzard 9005 qui ont sorti avec ça. Puis les 5005 en 82 aussi ont sorti avec la fameuse pompe à l'huile qui était sur le recoil, donc sur la crank, avec une petite guille de plastique. Tu sais. Fait que, je te laisse dire qu'il y a beaucoup de guilles de plastique qui ont brisé en 82. Les Euh, moteurs. Beaucoup de moteurs qui ont sauté parce qu'ils ont manqué d'huile. Fait que ça a été un peu cette époque-là. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 82 dans le fond, puis 83, ça a été une année de très peu de neige. Un peu qu'on a vécu l'année passée, dans le fond, ici. Là. Ça a été une année de très peu de neige. Tu as eu la faillite d'Arctic 4 un peu à cause de ça aussi. Fait que là, il y a eu une drop au niveau des ventes de motoneige. Puis Bombardier rentrait avec leur nouvelle génération de moteurs, qui était le 521. Fait qu'ils ont fait la Blizzard 9007 avec le gros moteur, plus fort. Ils l'annonçaient comme la première motoneige de série à rouler 100 000 à l'heure chez Bombardier, sans aucune modification. Vraiment, setup de base à 100 000 à l'heure. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire que les motoneiges ont déjà roulé 100 000 à l'heure avant, mais vraiment une motoneige de série. Puis, dans le pamphlet de la motoneige, dans le fond, c'est ça, dans le pamphlet de la motoneige 9007, c'est marqué injection d'huile de série. Il n'y en a aucune que l'injection d'huile, mais sur les cabines, encore une fois, les productions étaient faites d'avance. Fait que sur la cabine, il y a la lumière d'injection d'huile. Mais il n'y a pas d'injection d'huile parce qu'il y a seulement les 4 prototypes qui ont été faits qui l'avaient, dont un que j'ai chez nous. J'ai un prototype du 9783, le premier qui a été fait, le seul qui a été lettré. Et il y a l'injection d'huile dessus. Il y a la tank, il y a la pompe, tout est là. Puis dans le fond, ce qu'on a su, c'est que le 521 était plus puissant que le 440. Fait que le problème de gear a été encore pire. Fait que tous les prototypes ont brisé le moteur. Fait qu'ils ont décidé d'enlever ça à la dernière minute. Fait qu'ils les ont juste pas installés. Si on regarde sur la crank d'un 9783, il y a le boltage pour mettre la pompe. Ah, Mais il n'y a pas la pompe, puis il y a la lumière dans le hood. Puis sur la couette de fil, les fils sont là. Donc, tu as les fils parce qu'il y avait un fil qui disait si tu manquais d'huile dans ta tank. Ben, le fil est là, tout est là, mais pas la tank et pas la pompe. qui Donc, était rendu assez loin dans le montage des motoneiges. Ils se sont dit, regarde, on laisse ça ouais. là, il est plus tard, là. Puis On même calme. dans le pamphlet, puis ce qu'il y a de vraiment drôle aussi, c'était, tu sais, on a vu apparaître après ça, dans la génération PRS, en 80, écoute, dans les 85, Ouais, il y avait une pompe à l'huile sur le bloc moteur, donc qui était prise sur la gear de la valve rotary. Et ce qui est drôle, c'est que si tu regardes le pamphlet de Blizzard 81, la pompe est sur la valve rotary, dans Ah, le pamphlet. Tu as une photo d'un moteur en coupe, la pompe est déjà là. Mais on ne l'a OK. pas vu en production avant 85. Ah, OK. Tu comprends? C'est comme, il y a eu des avancées comme ça qui se sont faites. Puis tu sais, ce que je trouve drôle, moi, c'est que Bombardier, c'était comme s'ils s'attendaient tellement à le lancer là, qu'ils ont pris les photos. Et qu'ils ont fait ça comme ça. D'ailleurs, dans le pamphlet de Blizzard 2007-83, on voit aucune photo du moteur. Puis on se doute que c'est parce qu'il n'était pas prêt.
Tu sais ce que je veux dire? Ils ont fait des photos, mais c'était pas A1, là, tu sais, c'était pas parfait, fait qu'ils ont pas mis de photos du mécanique. Fait que c'était une Ouais, nouvelle mécanique, mais on la montrait pas en photo. c'est vrai que On parce faisait qu'il juste passait du 440 au 521, puis les ouais, photos, en théorie, comme on disait, c'est que tu prends la photo du modèle de l'année avant, mais tu changes les stickers. Ça, on a vu ça souvent, 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 là. Donc, ouais. pour ceux qui n'ont pas été trop en détail dans les photos au niveau du compartiment moteur. Mais OK. Jean, j'ai une question pour toi, parce que là, tu as abordé tantôt le modèle Safari, dans le fond, une transposition des suspensions de la Safari. Mais comment le Blizzard, comment la génération de Blizzard 82, 83, NOP a influencé justement le PRS qui est arrivé en 85? Ah, écoute, c'est sûr que là, tu sais, faut dire que comme la saison 83 était particulièrement mauvaise, il y a eu beaucoup d'invendus. Fait que, tu sais, Bombardier, il était rendu comme en fin de série, si on veut. Ils ont mis le 521, carburateur 40, donc nouvelle motorisation, quand même bien performante. Puis c'est la motorisation qu'on va retrouver dans le Formula Plus en 85. Donc, ils ont vraiment gardé un pour un. Mais ils ont fait quand même un entre-deux. Tu as eu le SS25 là, qui est apparu à la fin des Blizzard Tin Belly. Ils ont sorti le SS25 qui avait un look de PRS avec une suspension Blizzard. Tu sais, c'était comme un hybride un peu entre les deux, encore une fois. Parce que ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'en 84, même si la motoneige de série, c'était le Blizzard, ben, il avait quand même lancé le Pro Stock qui est l'ancêtre du PRS avec la nouvelle suspension qui ressemblait un peu à ce que Gérard Corpic avait fait sur le Corpic spécial. On arrive avec un Pro Stock qui a une suspension avec les chocs cachés en dessous du hood, mais avec le long bras de suspension, un peu comme Polaris avait fait à l'époque aussi. Puis les chocs étaient couchés en dessous du moteur sur le Pro Stock, Oui. contrairement au PRS, les chocs sont vers l'avant. Fait que, tu sais, quelques différences comme ça, mais tu sais, tout le monde savait aussi que euh, le Pro Stock, dans le fond, allait devenir machine de trail en 85. Fait que ça allait influencer les ventes de Blizzard. Écoute, en 84, ils ont seulement fabriqué 100 Blizzard 2007. Donc, comme j'ai juste derrière moi, euh, ils en ont fait juste 100 à cause de ça. Il y avait trop d'invendus à cause de la mauvaise saison. Et tout le monde savait que la nouvelle version s'en venait. Fait qu'ils ont vendu 100 modèles de 2007 et ils ont vendu seulement 250 5005 MX pour la saison 84. D'ailleurs, le 5005 MX, en 83, ils n'ont fabriqué seulement 100. Si vous en avez un, gardez-les. Ou vendez-moi-les, ça me fait plaisir. Fait que, c'est ça, ils ont fait juste ça. Fait que, tu sais, 350 machines pour le 5005 MX de 83 à 84, là, c'est quand même très, très limité comme production. Alors qu'en 81, 82, c'est des machines qui dépassaient facilement le 2000, 2500 machines vendues. Tu sais, mais ça a été des saisons difficiles, je pense, pour le milieu en général de la motoneige. L'année 83, là, a pas été une très grande année dont le monde se souvienne. Moi, mon père m'a tout le temps dit non, les skidoo, personne n'a fait de skidoo cette année-là. On est allé au jour de l'an, puis on est en chemise. Tu sais, il n'y a pas fait de fret, il n'y a pas eu de neige. Ça a été une saison désastreuse pour tout le monde. Fait que ça a été un peu ça. Puis ça, couplé avec la crise du pétrole un peu, là, qui finissait, puis les Oui. taux d'intérêt élevés, je pense que ça l'a un peu amoindri là, le monde de la motoneige en 83. Là. Ouais. Puis d'un point de vue collectionneur, Jean, là, je suis sûr qu'Hugo se pose la question, là. Qu'est-ce qui est le plus tough à remonter? Un Blizzard ou un PRS? Honnêtement, Qui sait, là, mais je veux avoir ton avis là-dessus. je n'ai pas parlé, mais j'ai quand même fait un PRS dans ma vie. J'ai un Formula Plus X 92 là, que j'ai fait. Driver, donc pas une restauration parfaite Bon, comme mais ça, tu vous peux nous le faites. vendre. Tantôt, tu veux qu'on te vende des machines, mais ça, tu peux nous le vendre à nous autres, hein. Fait que non, tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est deux mondes différents, je pense. Tu sais, les PRS, on en trouve encore quand même en pas si pire état. Tu sais, on parle quand même d'une machine qui est plus récente. Je pense que c'est plus large. Je pense que les PRS vont devenir de plus en plus durs à restaurer avec les années. On sait que les PRS ont le défi aussi, là, tu sais, pour avoir joué dans les deux, trouver une belle cabine de PRS, c'est dur. Puis réparer une cabine de PRS avec l'espèce de plastique blanc qu'il y avait, qui n'est pas vraiment du fibre de verre. Bon, c'est vraiment un enjeu de réparer ces cabines-là. Ça prend vraiment des spécialistes, là, puis tu sais, c'est pas le Ouais. genre d'affaire que tu fais dans ton garage, là. En fait, ça prend une expertise différente parce qu'au niveau du blisage, hein, ça prend quelqu'un qui est capable de refaire du métal, la tin pan, ou essayer de splitter des motoneiges. Un des avantages
des PRS, c'est la panne en dessous. La panne en dessous, c'est durable, là, c'est pas, sont pas brisés, ils sont faciles de trouver. Puis, donc, c'est drôle à dire, mais je trouve que ça dépend de l'expertise que tu as. Au niveau du blizzard, c'est pratiquement tout du métal, fibre de verre. Donc, la cabine, c'est plus facile à réparer versus un PRS. Un PRS qu'on essaie de faire, tu le sais, Jean, c'est d'en trouver une, peu importe que ce soit un MX, un Plus ou un Mac One qui n'a pas été brisé, c'est la ressabler puis la peinturer la bonne couleur. Sinon, faire une réparation d'une craque, on sait que ça ne tient pas. Le blizzard, c'est le fibre de verre en haut, mais en bas, c'est la panne qui est difficile, là. Puis, Ouais. il y a une autre chose que j'ai remarqué, dans les PRS, je parle tout le temps des sièges, là, les blizzards, je trouve qu'il y a plus d'endroits où on est capable de trouver des sièges de reproduction, Jean. OK? Tandis que le PRS, il y en a qui ont commencé à en faire, mais moi, j'ai acheté pour le Rebuild, tu te rappelles, là, mon siège de 1980, là, la reproduction est vraiment écœurante. Je l'avais pris Artwood aux États-Unis, puis c'est des coutures qui sont pas soudées, là, mais c'est des coutures qui sont fondues. Puis dans le PRS, ceux qui font la reproduction, c'est toutes des coutures qui sont brodées, là. Donc, tu n'as pas le même niveau de finition. Fait que les deux, je pense que oui, c'est vrai, il y a des plus et minus. Au niveau de mécanique, je pense que le Blizzard, Jean, c'est plus simple la mécanique d'un Blizzard. Tu as un moteur qui est dompé dans une grosse panne, que tu as de l'espace pour travailler. Tu as des bras de suspension, puis des suspensions à lame en avant. Puis là, je ne parle pas du Blizzard MX, mais je pense qu'un Blizzard conventionnel est plus facile à remonter au niveau mécanique, il y a moins de composants. Un PRS, tu as plein de leviers, puis de pivots, puis plein d'affaires, puis tu n'as pas d'espace où travailler dedans, là. Donc, les deux ont leur Ouais. challenge, je pense. Ouais. Mais il y a un point, je veux juste vérifier avec toi, Jean, parce que parce que j'ai quand même aidé Hugo pour son 1980, là. Puis il y avait quoi? Il y avait au niveau de la quincaillerie, il y avait des boulons métriques, il y avait de l'impérial. Puis je sais que bon, au Canada, on est devenu métrique en 1977, là. C'est-tu la même affaire en 82 où tout est métrique? Ça s'est-tu Euh, standardisé ou? Écoute, ce qu'on voit, c'est que les composants mécaniques sont métriques, puis les composantes suspension body sont conventionnelles, sont SAE. Fait que, tu sais, on a vraiment un mix des deux, là. Je pense que vu que les moteurs venaient de l'Europe, ben là, on était déjà passé au système métrique. Ce qui est un peu tricky, c'est que des fois, tu as exactement le même écrou qui se ressemble beaucoup. Il y en a un qui est métrique, puis l'autre est SAE, puis il est sur le même skidoo. Fait que là, quand t'arrives à ta restauration, là, tu le visses, puis là, il y a de l'air à prendre, là, mais dans le fond, il n'y a pas le bon filet. Fait que, Ouais. honnêtement, je me suis fait prendre une couple de fois pendant ma restauration du Blizzard MX. Puis, je me suis mis à vraiment fouiller dans le livre pour voir, OK, ben, cette boat-là, est-tu métrique ou est conventionnelle, tu sais? J'ai vraiment été voir chacune des boats là, pour m'assurer que j'avais la bonne boat pour la bonne place. Parce que c'est pas évident, tu sais, à voir à l'œil, là. Tu regardes les filets sur le stud, tu fais que tu métrique, tu sais, je veux dire. Fait que je regardais vraiment dans le livre, puis là, je disais, non, cette note-là est métrique, puis cette note-là est conventionnelle, tu sais. En Parce que fait, des fois, en fait, écoute, une note 10 métrique puis une note 3,8 conventionnelle, là, je vous mets au défi de voir la différence dans une petite note plaquée à l'œil, là, dire oh oui, elle est SAE, là. Bonne chance les démêler si je t'en donne une centaine. Là. Georges de la Mais tête, Jean, là, parce que si tu veux savoir comment que moi puis Jean-François, on s'en est rendu compte, là, c'est qu'on a commencé à faire des tapes dans certaines bottes, on ne comprenait pas, jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'il il y avait de l'impérial puis du métrique. Ouais, c'était la hard way. On a appris Puis, ça. ouais, puis quand tu parlais de défis, je me souviens embarquer de la suspension, en tout cas, loader les springs sa suspension du 2580, c'était quelque chose, même Pierre Généreux chez Géraud nous a passé son outil original de concessionnaire, là. Je le remercie encore pour ça, mais c'est extrêmement. Jean, t'en as refait un, je pense, hein? C'est ça que tu cherches, c'est ça? J'en ai fait Yes! un. je m'en ai fabriqué un parce que je n'étais pas capable d'installer Spring. J'ai tout eu bien la difficulté. Ouais, en fait, Ben, c'est plein de honnêtement, c'est dimensions ça que de ça prend défis. parce que tu fais ça à bras ou sans cet outil-là. Ouais. Écoute, Ah non. c'est assez dangereux pour les doigts, là. Ouais, Et honnêtement, exactement. la suspension MX présente un défi un peu parce que le devant est conventionnel, un peu comme ce que vous avez fait. Puis l'arrière est avec des chocs latérales. Puis il n'y a pas la fameuse courroie qu'on a sur toutes les motoneiges aujourd'hui, là, puis qu'on avait dans le temps aussi.
tu sais, qui est vraiment un item qui n'a pas changé depuis quasiment 50 ans, là. La courroie de rubber en avant, ben, sur les mix, c'est pas une courroie, c'est une boat. Mais là, la fameuse Ouais. boat, Mhm. qui joue lousse, là, d'ailleurs, tu l'entends quand tu prends avec le skidoo, tu entends la boat flacoter en dessous du skidoo, c'est un peu tannant. Mais cette fameuse boat-là, tu fais comme, hey, attends un peu, là, je l'installe quand? Tu sais, puis je l'ajuste comment? Tu sais, tu lis dans le livre, là, elle va là. Puis là, ils te disent rien. Ils te disent pas, ah, ben, dans le setup, là, faut que tu lui donnes un lousse de 1 pouce ou faut que tu. Il n'y a aucune condition d'installation. Puis tu as comme l'autre même de filet. Puis là, tu te dis, ben, je la mets comment? Je la mets plus serrée, je la mets moins serrée. C'est pas évident. Puis, tu sais, je veux dire, elle donne vraiment un coup. Tu sais, parce que c'est pas comme une courroie de rubber, là. Tu sais, ça. D'ailleurs, je pense pas qu'ils l'ont mis sur aucun skidoo, cette fameuse boat-là, dans la suspension, là. Ah, c'est bon. Hey, Jean, on parlait de prototypes tantôt, puis dans ces années-là, puis j'aimerais ça que tu parles un petit peu de ce qu'on a trouvé, ça fait quoi, peut-être 2, 3 ans. On parlait des motoneiges qui sont quand même assez rares dans le skidoo, mais à l'époque, on avait l'équivalent dans le motoski. Qu'est-ce qu'on a trouvé, Jean, ensemble? Ouais, hey, le fameux siège, dans le fond, c'est, tu sais, quand je disais tantôt, j'ai trouvé l'équivalent du 5005 MX dans le motoski qui était le Ultrasonic MX 82. Mais Ultrasonic MX 82, c'est comme le dernier de sa génération parce que motoski, on le sait, a arrêté la production en 85, 84, je pense, 84 d'ailleurs qui a arrêté. Mais ils n'ont pas reconduit la production du Ultrasonic en 83. Par contre, on sait, les rumeurs, les candidatons, on dit qu'il devait avoir une version du 2007 chez Motoski qui s'appellerait le Megasonic. Puis la rumeur veut qu'elle était déjà dessinée, que ce serait comme un bombardier, dans le fond, ultrasonique, mais avec les couleurs bleu foncé et bleu pâle au lieu du bleu et orange conventionnel de Motoski. Fait qu'on a trouvé un siège, là, quelques années qui était bleu foncé et bleu pâle. Puis Mhm. étrangement, il était marqué ultrasonique, mais seulement d'un côté. Donc, de l'autre côté, il n'y avait rien inscrit. Puis quand j'ai montré des photos à des collectionneurs américains de ce siège-là, ils ont dit, hey, c'est probablement un siège de Megasonic. J'ai fait Megasonic, de quoi tu parles? Mais c'est un skidoo qui n'a jamais vu le jour, dans le fond, chez Motoski, là. À notre connaissance, il n'y a jamais eu aucun prototype non plus de fabriqué. Ils ont seulement fait le Sonic à l'époque et le Mirage 3 là, qui a été lancé là, Ouais. pour la dernière saison de Motoski. Mais elle n'aurait jamais existé. Mais comme on dit, ils ont tellement fait de pièces d'avance, euh, peut-être qu'elle était dans les livres, là, tu sais. Ouais. Une question pour toi, Jean. Une question pour toi, Jean. Là, quand tu as fini ta motoneige récemment, tu étais allé promener un petit peu avec, tu as quand même posté ces médias sociaux. Puis ce que j'ai vu, les réactions sont assez incroyables, là. Parle-moi un peu des réactions que tu as eues, des commentaires que tu as eus par rapport à la restauration de ta machine. Ben, depuis le début du projet, tu sais, puis je dois dire, je l'ai fait parce que j'aime ça, tu sais, puis on tripe un peu de parler avec les autres collectionneurs, tu sais, de nos projets. Mais aussi parce que je cherchais des photos. Comme je disais tantôt, il y a juste 3 photos qui existent, puis j'avais une coupe d'enjeux. Vu que la motoneige était quasiment toute démontée quand je l'ai reçue, puis que l'autre que j'avais reçu n'avait pas la bonne mécanique dedans, puis qu'il manquait beaucoup de pièces, j'ai fait comme... il y a comme un coffre qu'on voit en arrière de la tank à Prestone, puis là, je dis au gars, c'est quoi ce coffre-là? Puis j'ai envoyé des photos à des collectionneurs, puis tu sais, il en existe 2 aux États-Unis qui sont restaurés, mais le gars m'a dit, je suis pas sûr que c'est ça. En tout cas. Fait qu'on a un enjeu. J'ai coupé une tank à l'huile, fait une espèce de coffre, mais on n'est pas sûr que c'est ça. Mais non, les photos que j'ai mises sur Internet, c'est comme la première fois que quelqu'un met des photos de ce modèle-là, à part lui, Craig Marchbank, lors des expositions, certaines personnes l'avaient pris en photo. Fait que les réactions, ça n'existe pas. C'est une patente, quelqu'un a fait ça, ça n'a jamais sorti de série, Bombardier n'a jamais fait fabriquer ce motoneige-là. Fait que, tu sais, bien souvent, je suis obligé de dire non, ça existe, regarde dans la liste, le numéro de série, c'est ça. Elle a vraiment existé. Fait que c'est tout le temps comique, je trouve, de voir, tu sais, des fois des gens que ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu de la motoneige, puis ils disent non, non, ça n'a jamais existé, ça. Mais tu sais, j'avais la même réaction avec le 9005, avec le 9784. Le 9784, les gars disaient ça n'a pas existé un 9784, c'est un 83 habillé en 84. Mais la réalité, c'est que c'était une motoneige pas complètement différente,
Mais le couvert de tank à gaz était légèrement différent. Le siège était différent. La lumière était légèrement plus haute. Les réflecteurs sont les mêmes réflecteurs qu'on va trouver sur un PRS, alors que les réflecteurs d'un Blizzard ont toujours été des réflecteurs collés avec du tape double face. Tu sais, fait que le 2007-84 est vraiment unique en son genre. Il y avait la clutch avec les couverts noirs, comme on a retrouvé sur les PRS par la suite, que la première année que les gardes de clutch étaient noirs chez Bombardier. Avant ça, ils étaient tout orange. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé pour 84. Puis le monde, ils disent, ah non, ça n'a pas existé. Ça a existé. Puis c'est ça qui arrive avec les motoneiges rares comme le 2005 MX, c'est que les gars disent tout, voyons, j'ai vendu des skidoo pendant 45 ans ou pendant 50 ans. Ça n'a jamais existé. Je ne l'ai jamais vu nulle part. Ouais. Ouais, c'est pas parce que tu l'as jamais vu que ça n'a jamais existé. Puis c'est un peu la réaction là, de tout le monde par rapport à cette Ben, motoneige-là. Là. je peux faire un parallèle. Tu sais, récemment, je parlais du MXX 91 à Hugo, puis quand je parlais des concessionnaires, même il y avait 2 concessionnaires, Pierre Riendo, Pierre Généreux, Riendo Sport, puis peut-être Géraud. Puis les 2 Pierre, ils disaient, t'as-tu déjà vu ça? Je dis non. J'ai jamais vu ça. Mais oui, ça existait. Fait que, tu sais, imagine-toi, puis là, on parlait d'une production d'après 125 pour le MXX. Là, on parle de 14. C'est Ouais. vraiment, vraiment, Ouais. vraiment rare. Là. Donc, D'où ma prochaine question, Jean. Là, vu que c'est tellement rare, il y a plein d'expositions de collectionneurs. Moi puis Hugo, on est allé à Cabane à Stéphane je pense début février, en février. Il y a un stand partout. As-tu l'intention de la montrer un petit peu ou de l'amener dans l'exposition? Écoute, moi, je fais jamais d'exposition. Puis, tu sais, les gars m'agacent bien gros à cause de ça. Ils disent, t'es montres Ben, pas, c'est t'es de jamais la trop tard de peine. commencer. Là. Je les montre sur Internet. Tu sais, je veux dire, je suis tout le temps bien fier de parler avec les gars de mes machines. Mais, tu sais, à la base, je l'ai fait pour moi. Tu sais, je les ai faites pour, parce que je tripais sur ce modèle-là en particulier. Puis, je me suis tout le temps dit que, tu sais, l'objectif, c'était un peu drôle, là, mais, tu sais, comme collectionneur, tu vas me comprendre. L'objectif, c'est de prendre une photo un jour avec 79, 80, 81, 82, 83, 84. Tu sais, je veux dire, toute la Ouais. génération parquée un côté de l'autre, tu sais. Ouais. J'ai démissionné de faire les 5005 aussi parce que je me disais, ça va en faire ben trop. Puis bon, nos garages sont pas infinis, là. Vous ah, savez c'est ouais, quoi, les gars? Ouais. Fait que, ouais. oui, ben, je pense sortir un peu avec le MX cet été. Probablement Homestown, tu sais, où est-ce qu'il y a plus de machines rares et plus de collectionneurs américains qui viennent. Je veux pas en faire trop parce que j'ai quand même un bateau l'été puis on veut faire d'autres choses aussi. Là. Ma blonde me laisse beaucoup faire du garage l'hiver, mais l'été, là, faut quand même faire un peu attention. Puis probablement que je vais l'amener aussi. Ben moi, je suis propriétaire de Snowtracker. Fait que je vais probablement l'amener au salon de la motoneige l'année prochaine, là, dans mon kiosque Oh, Snowtracker, là, pour le montrer aux collectionneurs qui vont passer au salon de la motoneige. Là. Mm. OK. Hey, dis-moi, Jean, je sais que tu l'as pas roulé gros, mais partage-moi ton impression de conduite, là. Je pense que voyons, t'as pas été essayé de faire du snowcross avec cette machine-là, là, Non. mais tu t'es roulé un petit peu, puis tu m'en as parlé, mais je serais curieux que tu me dises comment tu as trouvé la Ouais. conduite de ça, là. Ben, honnêtement, je suis pas allé très, très loin, là, parce que la saison est finie ici, là. J'ai été bon pour faire peut-être 4 km avec, là, 4-5 km autour, là. Puis, juste pour dire, écoute, elle n'est pas très stable. C'est une motoneige qui est très molle sur sa suspension. Tu sais, je veux dire, ils ont beaucoup axé sur le fait que la suspension a un grand débattement. Euh, puis je pense que la qualité des chocs n'était pas encore à point à l'époque. Là. Tu sais, j'ai une suspension officiellement neuve parce que je l'ai trouvée au Michigan. On parlait tantôt de la rareté des pièces. Trouver des chocs, même de 5005 MX, neufs, C'est vrai. c'est quand même rare. Ils ne sont pas fabriqués en reproduction. Fait qu'il faut que tu trouves des originales Bombardier. J'ai trouvé les chocs et les springs au Michigan. Je les ai fait venir. Puis aussi, c'est ça qu'il y a sur mon 2005 MX. Et c'est très springueux. Très légèrement versant. La motoneige est plus haute qu'un 2005 normal. On va dire, j'ai pas tant trippé sa conduite. Le moteur est puissant, c'est quand même le fun. C'est comme les autres 2005. Mais tu sens le poids à l'avant aussi. Puis comme j'ai essayé de revirer de bord dans le trail, là, puis ça veut pas. Là, trop pesant du devant, très dur à virer. J'ai pensé de mettre des snow trackers. Mais non, c'est quand même très dur à virer dans un virage de sentier, surtout que la neige est très montante là, ici présentement. Fait que Fait que t'as pas non, essayé de faire un droit, freiner, faire un 180 avec, hein? non, non, T'aurais fait non, un non. Puis 90, puis tu serais parti de l'autre côté. Ouais, OK. même essayer de faire déraper le derrière, là, tu sais, on sait que ces 2005-là sont très faciles à faire déraper du derrière. Oui. Le 2005 NX, il n'aime pas du tout faire ça. Ce que j'ai vu, j'ai essayé de le faire juste pour rentrer dans mon garage, tu sais, dans la cour ici.
Puis même si le fond était glacé, là, ça voulait Ça pas veut pas. vraiment, là. C'est pas une motoneige qui est faite pour ça, j'ai l'impression. Bien Mais maniable. Ah oui, c'est ça. Puis 82, c'était la première année, la chemise 16 pouces et demi, fait que tu as plus de traction aussi peut-être, ouais, là? En plus d'être ouais, lourd, peut-être puis un peu. Peut-être un peu, mais tu sais, mon 2007 a aussi la chenille de 16,5. Tu sais, dans les enjeux, c'est aussi ça, hein, tu sais, on fait des vieux motoneiges, puis tu sais, ceux-là qui. J'étais un peu tricky, moi, sur les restaurations. Tu sais, moi, je dis, la chenille, tu sais, il y a des chenilles de reproduction qui se fait aujourd'hui, mais ils n'ont pas les mêmes ouais, crampons. Puis bon, je pense que quand tu as ouais, fait le tien, Hugo, aussi, tu sais, tu t'es rendu compte que tu voulais avoir ouais. les bons crampons. Tu sais, on était un peu bizarre, mais quand on fait une petite ride avec le skidoo, on veut que la trace qu'on laisse sur la neige soit la bonne. Tu sais, fait que en 82, c'était des crampons droits en triangle, dans le fond. Fait que, tu sais, quand tu avançais, c'était le triangle qui écrasait la neige un peu. Ça avait pas beaucoup de grippe. Mais quand tu freinais, c'était le côté plat, dans le fond, qui faisait ton freinage. Fait que, non, j'ai trouvé une vieille chenille comme ça, neuve, pour installer sur le 9005 MX. Fait que, tu sais, j'ai pas tant de grippe quand je fais de l'accélération avec. Là. Ça avait beaucoup de sourds, là, puis c'est vraiment pas. Mais bon, je l'ai pas refait pour ça. Tu sais, je pense pas qu'on les fait vraiment pour le plaisir de la conduite. Et tu sais, je les prends un petit peu. C'est la particularité que j'ai peut-être versus d'autres collectionneurs qui sortent pas du tout leur machine. Moi, je les prends tout le temps. Fait que je les mets en marche, je mets ce gaz dedans, puis je vais faire un tour. Tu sais. Mais en même temps, je fais pas 500 km. Là, tu sais, c'était pas, de toute façon, c'était pas destiné à ça, même à l'époque, là, je pense. Là. Mais Jean, c'est justement la prochaine question que j'avais. C'est quoi l'émotion que tu as, là? Parce que je sais aussi, même avec ta compagnie, tu as t'as une machine neuve. Ben, de conduire des antiques, le feeling quand tu es tout seul dans ton casque puis tu conduis une motoneige antique. Comment tu te sens, là? C'est quoi le feeling, là? Ah, écoute, tu sais, on le fait pour la nostalgie, je pense un peu, hein. Tu sais, moi, je fais juste démarrer mon 2005 81, là, puis même le 2005 MX qui a le même son, tu sais. Puis tu pars avec ça, puis l'odeur, le son, ça rappelle les souvenirs. C'est comme je disais, peut-être je pense que j'avais 7 ans, la raid de 2005 que j'ai faite à l'époque, là. Tu sais, j'étais assis en avant de Léon, puis écoute, c'était comme merveilleux, là, tu sais. Puis quand j'ai eu aussi mes premiers skidoo, moi j'avais des Snowjet, tu sais. Puis un gars qu'on connaissait, qui était plus vieux que nous autres, il avait un 2005 81. Il passait au fond à côté de mon Snowjet. J'étais là, un jour, je vais en avoir un, tu sais. C'était un peu ça, tu sais. Je pense que moi, je suis peut-être dans le côté nostalgique de tout ça, tu sais, d'avoir le son, l'odeur, puis il n'y a rien qui se compare au son d'un 2005, je pense. En termes de son des pipes. Tu sais, les PRS sont revenus avec la pipe simple, tu sais, plus grosse, mais une pipe simple. Le son est très différent. Tu sais, le deux sons avec les pipes du Blizzard là, est vraiment caractéristique d'une époque, je pense, un peu Mhm. différente. Fait que pour moi, c'est ça que je vais chercher avec mon Blizzard. Là, c'est vraiment le son Ouais. des pipes. Là. Puis, étrangement, le 9007 a un son un peu plus sourd. Tu sais, c'est vraiment comme un son qui est moins aigu. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être la cylindrée plus grosse, les pipes étaient plus grosses aussi, la sortie des stigneurs un peu plus grosse. On a moins l'effet un peu ting 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 là, d'un 2005 là. Mais bon, Je c'est te tellement le remonte, fun. hein. Ouais. C'est Mais tellement dans le le fun dans PRS, là, mon Macon 89, le Macon 90 à Hugo, là. C'est la même chose. En tout cas, c'est pas des double pipes, là, mais le son est très, très Ouais. beau, C'est là. comme si les premières années, c'était plus bruyant, puis les années succédentes ont décidé d'insonoriser, je ne sais pas, mais dans les PRS et Mac One, là, plus tu avances en année, plus c'est quiet, là, pour des bonnes raisons, là, mais pour moins de feeling. Hey Jean, pour terminer, j'ai une question pour toi. Tu sais que moi puis Jean-François, on a fait une raid antique avec le Blair Morgan, là, 2003 et demi. Qu'est-ce que tu penses des motoneiges antiques en sentier, de ramener un petit peu d'histoire, d'avoir de la visibilité? Parle-moi de ça un petit peu, Jean. Ben, écoute, on a eu des discussions avec la fédération là-dessus, tu sais, puis il n'y a pas beaucoup d'écoute à ça, mais tu sais, pour nous autres, on avait les portes ouvertes avant, tu sais, qu'on pouvait sortir nos vieilles motoneiges. Il existe encore une passe journalière, tu sais, qui est quand même chère versus qu'est-ce qu'on fait avec la motoneige, là, tu sais. Euh, mais c'est un peu ça, tu sais, d'avoir vraiment... je sais qu'il existe une passe motoneige antique, mais plus pour les gars qui ont des plus vieilles motoneiges et qui veulent faire la saison en entier.
Tu sais, nous autres, ce qu'on demandait à la fédération, dans le fond, c'est d'avoir peut-être une passe multi-motoneige. Parce que, tu sais, comme les collectionneurs comme nous autres, on a, tu sais, Hugo, je sais que tu en as beaucoup. Tu sais quoi, tu as peut-être une douzaine de machines, tu sais. Moi, présentement, j'en ai 5 que je pourrais rider. Puis, tu sais, je vise d'être à 12, mais que j'ai fini ma collection. Fait que, tu sais, d'avoir un moyen pour qu'on puisse utiliser ces motoneiges-là dans des sentiers fédérés à quelques reprises par année, tu sais. Moi, j'avais suggéré d'avoir une passe multimachine, plus chère que la passe régulière, tu sais. Donc, plus de revenus pour la fédération, mais qui nous permettrait de prendre multimachine, tu sais. Puis, je pense même que les gars d'hors-piste apprécieraient ce genre de passe-là, tu sais, parce que ça permettrait que leur machine d'hors-piste soit utilisée comme backup ou puisse rejoindre les spots qui ont à faire là, en ayant, parce que on n'est pas juste les collectionneurs à avoir plusieurs machines, on est aussi il y a des gars de récente qui en ont plusieurs pour X raisons, tu sais, pour différentes Ouais. utilisations. Fait que non, je pense vraiment qu'il y a une clientèle pour ça, mais bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu beaucoup d'écoute au niveau de la fédération. Fait que on lâchera pas. On va peut-être avoir un feedback positif un jour de cette idée-là. Je ne sais pas si c'est une question d'assurance ou c'est pour quelle raison, mais en tout cas, un jour, on va peut-être avoir une option pour nous autres. Parce que comme collectionneur, c'est un peu crève-cœur, pareil, tu sais, c'est moi, chaque année, je prépare 3 à 4 machines pour rouler. Je suis chanceux, je suis en campagne, j'ai des champs tout le tour avec dans la rue chez nous, je pense qu'on est une dizaine à avoir des motoneiges plus vieilles. Et les enfants se promènent dans le champ en arrière et les agriculteurs nous laissent faire, tu sais, on a l'autorisation. Fait que c'est quand même intéressant pour nous autres d'avoir un petit terrain de jeu. Mais quand on arrive avec des machines comme des PRS ou comme mon Plus X ou même avec un 2005, de faire des petites randonnées dans un champ, ben, c'est correct. Mais tu sais, une fois par année, moi, je me paye une de mes C'est des machines Mmh. pour les sentiers. Tu sais, comme l'année passée, j'ai sorti mon 2007 en sentier pendant une journée avec une passe journalière. Mais tu sais, c'est un peu ça. Je pense que ça manque, là. Je comprends qu'à l'époque, il y avait beaucoup de frustration pour les gars qui sortaient des vieilles machines en sentier, mais tu sais, je pense pas qu'on détruit un sentier avec un Blizzard 2005 avec une case capette à la place d'une chenille en dessous, là, tu sais. C'est pas nous autres qui va faire des motons dans la trail, là, tu sais. On n'a aucun moyen de détruire une trail avec un skidoo comme ça, là. Fait que, en espérant qu'un jour ça change. Mais bon, pour Un jour, l'instant, exact. Ça serait super intéressant, exactement. Effectivement, effectivement. Puis pour moi, l'accessibilité aux sentiers, tu sais, c'est en sentier que ça se passe. On veut faire de la motoneige de façon sécuritaire, là, que ce soit motoneige neuve ou motoneige antique. Là, c'est très, très souhaitable. Puis moi, très, très souhaitable. J'en ai déjà parlé à mon club parce que je sais que c'est des clubs qui votent pour ce genre de choses-là. Là. Donc, on va continuer d'en parler. Donc, Jean, ça a été super intéressant. Écoute, moi, j'étais un néophyte des blizzards, mais là, avec tout ce que tu as mentionné aujourd'hui, puis, tu sais, on t'a laissé aller beaucoup, mais il y a tellement d'informations, tellement d'anecdotes, tellement de choses à raconter. C'est un monde en soi. Autant que les PRS, c'est un monde, autant que les blizzards, c'est un autre monde aussi, mais c'est tellement intéressant. J'ai senti ta passion, j'ai senti là, ta volonté aussi de restaurer des belles machines, parce que pour moi, ça fait partie de l'héritage de la motoneige au Québec. Je suis super content. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit, tu sais, il n'y avait pas de photo, du Blizzard MX 2500 82. Ben là, il y a un podcast. Donc, les gens vont pouvoir en savoir davantage. Puis, je suis content de savoir que tu as l'intention de l'amener dans certaines expositions. Parce que pour moi, partager ces belles motoneiges-là, ça vaut de l'or, là. Donc, je te remercie infiniment. Puis, Hugo, je peux te laisser compléter aussi. Ben, écoute, Jean, comme tu disais, je me lance un petit défi. Tu parlais que tu voulais amener ton MX 82 à une exposition. Je vais peut-être me lancer un défi. Je vais essayer d'avoir mon MXX prêt pour la même exposition. Fait que Jean-François, ça se peut que j'aie besoin d'aide, là, mais ça serait cool, Ouais, Jean, d'avoir une couple t'as machines. besoin d'aide, mais aussi, j'ai de la pression pour t'en amener une aussi. Oui, c'est ça. Fait que, mais écoute, là-dessus, Jean, je te remercie vraiment profondément. Là. On a pris du temps. En même temps, on redonne à la communauté de motoneigistes en sortant ces machines-là qui sont un petit peu plus rares, que personne ne connaît. Puis ce qui est le fun, c'est que dans ce podcast-là, on va avoir été capable, encore une fois, de montrer des photos, des vidéos de certaines composantes là, de ton rebuild. Et puis, en fait, du siège aussi bleu. Là, fait que ça, c'est super intéressant. Là. Donc, ça va laisser les gens s'imaginer plein de rumeurs, pourquoi ces motoneiges-là ont été faites, puis pourquoi ça a été discontinué. Donc, on continue là-dessus. effectivement, ça va être ça. Ben, merci beaucoup à vous deux. Ex- C'était vraiment intéressant. Ouais, c'est super cool comme conversation. Donc, ben, merci tout le monde. Puis, écoutez,
Moi puis Hugo, on a même l'intention cet été de faire des podcasts de moto, là. Donc, moi, je suis un gars de Spider. Hugo, c'est un très grand amateur de moto, donc on va en faire aussi. Puis aussi, on continue à parler au niveau des nouveautés Skidoo 2027 très, très bientôt. Donc, écoutez, je vous invite là, à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à partager aussi de vidéos. C'est comme ça qu'on va grandir et qu'on va pouvoir en faire davantage. Donc, merci tout le monde. Puis, écoutez, pour ceux qui ont la chance de faire de la motoneige encore, profitez de la fin de la saison. Sinon, passez un très bel été. Puis nous, on se revoit dans les prochains mois dans des expositions antiques. Merci tout le monde.